Non mais nous on l'a vu honnêtement, on l'a vu, il est en train, à la moment il n'y a plus que ce Voilà. Voilà, donc si vous... déjà ça. Non mais il y en a aussi là. C'est effectivement en conclusion de son ouvrage intitulé « Le regard vide » que le professeur Jean-François Mattei a cité cette phrase du Philèbes de Platon qui nous sert un petit peu ce soir de fil directeur, retrouver le chemin qui conduit chez nous. C'est dans la lumière du regard du roi Louis XVI, évoqué tout à l'heure par le prêtre dans son homélie, que je vous propose très brièvement, j'espère être bref, eh bien de faire une sorte de relecture de ce court passage du Philèbes. Ce texte éclaire effectivement, me semble-t-il, singulièrement notre rencontre de ce soir, rencontre autour de la mémoire du roi Louis XVI et des victimes de la Révolution, mais rencontre autour également de leurs Altesses royales, le duc et la duchesse de Vendôme, qui nous font l'insigne honneur d'être parmi nous ce soir, et je dois dire que c'est un honneur tout particulier pour ceux qui ont la lourde charge de s'adresser à vous ce soir. Pourquoi ce texte de Platon, me paraît-il, méritait justement cette relecture dans le regard rayonnant de lumière du roi Louis XVI? Eh bien parce que il me semble que ce texte correspond assez bien finalement à la situation de la France depuis la Révolution. Il faut pour cela peut-être resituer un petit peu le court passage de Platon dans le texte du Philèbes. Ce passage se situe à l'endroit où Platon se demande, ou Socrate plutôt, demande finalement si une connaissance théorique de la perfection de l'idée parfaite, de l'idée divine, dit-il, de la sphère et du cercle, eh bien, suffit à notre connaissance. Et la maïeutique socratique fait dire à l'un des disciples que cette connaissance-là est bien évidemment tout à fait insuffisante et ne permettrait certainement pas, justement, de retrouver le chemin qui mène chez nous. Eh bien, il me semble que depuis le 21 janvier 1793, la France a un petit peu perdu aussi cette connaissance du chemin qui mène chez nous, qui conduit chez nous. Nous sommes un petit peu dans une situation dans laquelle, justement, ce rattachement, ce rattachement où il y a des abstractions très, très générales et très généreuses d'ailleurs parfois, eh bien, nous fait un petit peu sortir de nous-mêmes. C'est le constat duquel je voudrais partir, ce constat finalement un petit peu surprenant, au fond, d'une France comme sortie d'elle-même. Et j'essaierai de voir eh bien, quelles seraient les causes possibles de cette situation et aussi les moyens de retrouver justement peut-être le chemin qui conduit chez nous. La France me paraît effectivement comme sortie d'elle-même depuis justement ce 21 janvier 1793. Cela n'a pas manqué de frapper d'ailleurs les contemporains. Cette césure, cette fracture entre avant et après. On se souvient du mot de Chateaubriand disant que quiconque n'a pas connu la France d'avant la Révolution ne sait pas ce qu'est la douceur de vivre. Nous ne savons pas ce qu'est la douceur de vivre, sans doute, bien que nous en ayons sans doute ici ce soir tout de même un petit écho. Donc il y a vraiment cette conscience chez les contemporains d'une césure entre ce qu'était la France d'avant et ce qu'elle a été après.
de manière plus radicale encore et de manière plus profonde peut-être aussi, Tocqueville a cette expression tout à fait extraordinaire lorsqu'il dit que les Français sont le seul peuple au monde à avoir décidé, un beau jour, si tant est que ce jour-là fut beau, d'être le contraire de ce qu'ils avaient été. Et effectivement, lorsque l'on se replonge un petit peu dans les événements que nous commémorons ce soir, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la France est comme, encore une fois, sortie d'elle-même. Comment, pour reprendre un petit peu justement le thème qui nous rassemble ce soir, comment la France a-t-elle pu, après ce XVIIIe siècle extrêmement brillant, extrêmement civilisé, extrêmement raffiné, tomber dans cette espèce d'orgie sanguinaire de la Révolution? Comment, peut-être plus profondément encore et dans le plus long terme, comment expliquer que ce pays qui, dans la fureur du Moyen-Âge, avait choisi, comme le remarque Bainville, non pas comme symbole un animal féroce ou légendaire, non pas les léopards d'Angleterre, les lions des Flandres, voire l'aigle impérial, mais une petite fleur, la plus humble, la plus inoffensive des fleurs, le lys, pour symboliser son être même. Comment ce pays-là a-t-il pu sombrer dans ces orgies sanguinaires de la Révolution? Il y a là une sorte de mystère. Comment également? Comment le pays qui avait inventé l'amour courtois, qui avait inventé la galanterie, comment le pays de Marivaux a-t-il pu être le théâtre du procès de la reine Marie-Antoinette? Comment les ignominies qui ont été portées contre la reine ont-elles pu être proférées sur la terre de France? Descendons encore un petit peu plus bas dans l'horreur peut-être. Comment la France qui a accordé à la nativité l'importance culturelle qu'elle lui a apportée, qui a pris comme signe et comme cri de joie dans toutes les circonstances le cri de Noël, comment la France a-t-elle pu réserver au petit roi Louis XVII le sort qui lui a été réservé? Il y a là une espèce d'envers finalement de ce qu'a été la France à partir justement du moment du 21 janvier 1793. C'est là, me semble-t-il, une spécificité française. D'autres révolutions ont eu lieu dans d'autres pays, mais n'ont pas eu cette volonté finalement d'être le contraire de ce qui avait été avant. Bien à l'inverse, on peut dire que beaucoup de révolutions, dans la révolution d'Angleterre, la glorieuse révolution d'Angleterre, c'est plutôt une révolution qui s'est faite au nom d'une tradition plus ancienne, et même la révolution américaine d'une certaine manière. La révolution française a ce côté spécifique qui la distingue même de la révolution russe. Solzhenitsyn disait que au temps du communisme, donc la Russie était comme possédée, comme si le communisme finalement s'était emparé de l'âme russe. Mais au fond, lorsque cette possession est tombée, lorsque le communisme s'est effondré sur lui-même, eh bien Saint-Pétersbourg est redevenu Saint-Pétersbourg tout naturellement, et l'aigle bicéphale flotte à nouveau sur les murs du Kremlin avec le drapeau de l'ancienne Russie. La France a eu une révolution tout à fait particulière, qui n'a même pas été, comme la révolution russe, une espèce de possession de l'intérieur, mais plutôt, me semble-t-il, ce décentrement, si vous me passez ce mot, de la France, qui, d'un coup, finalement, a voulu être le contraire, encore une fois, de tout ce qu'elle avait été. Cela a évidemment des conséquences, car lorsque on veut du jour au lendemain être le contraire de ce que l'on a été, il est évident que l'on ne peut avoir que des doutes sur sa propre identité. Et si aujourd'hui cette identité fait l'objet d'un débat, c'est peut-être tout de même un petit peu inquiétant. Que serions-nous, chacun d'entre nous ici ce soir, si nous nous mettions à débattre intérieurement de notre propre identité? Je pense que nous ne serions pas en très bonne santé psychique.
Et malheureusement, il y a là, je crois, l'un des effets de cette césure du 21 janvier 1793. Alors maintenant, si on essaie, au-delà du constat, de rechercher les causes de cette spécificité, de cette particularité, il y a évidemment sans doute de multiples causes, et il serait tout aussi vain que présomptueux de prétendre les ramener à une seule, mais il en est une qui me paraît avoir une importance particulière et que je voudrais développer un petit peu devant vous ce soir, parce que, eh bien, je dois faire un petit peu le mea culpa de ma corporation ici, ce sont des juristes qui en sont sans doute à l'origine. Madame Chantal Delsol, l'année dernière, à cette même date, avait centré son intervention, ceux qui étaient là s'en souviennent sans doute, sur l'idée de désincarnation notamment du pouvoir politique. Eh bien, parmi les causes de cette situation de fait que je viens de décrire, il y a, je crois, cette désincarnation du pouvoir politique. Désincarnation qui est une déformation d'une théorie juridique. Une grande théorie juridique. Les juristes français du Moyen-Âge, à partir de Philippe Auguste et encore de Philippe le Bel, ont eu l'idée de concevoir le pouvoir suprême à partir de la personne du roi et d'abstraire la souveraineté du souverain. C'est l'origine de tout ce qu'on a appelé la théorie statutaire de la couronne, qui a rendu évidemment d'immenses services et qui est à l'origine même de la construction de la France en tant que nation, d'une certaine manière, mais cette magnifique construction théorique, finalement, n'a tenu que tant qu'il y avait un lien entre l'abstraction et la réalité, entre la souveraineté et le souverain. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir abstrait, la souveraineté abstraite, tant qu'elle est incarnée dans une personne humaine, physique, est une souveraineté limitée, nécessairement. La souveraineté de Louis XIV, au fait de sa gloire, était limitée par ses capacités physiques et par parfois aussi les maladies qui l'ont frappé. Donc il y a une limite à la souveraineté dès lors qu'elle est incarnée dans une personne. Alors, les juristes français qui ont été à l'origine de cette théorie statutaire de la couronne, de cette idée de souveraineté, étaient parfaitement conscients de cela. Et au XVIIIe siècle, leurs successeurs l'étaient également, du moins pour ceux qui étaient à la hauteur de cette grande tradition française. Ils étaient d'ailleurs autour du roi, autour de Louis XVI, Malesherbes, Tronchet de XVI. Malesherbes, cet héritier de la vieille robe française, avec toutes ses traditions, de XVI qui a justement été un petit peu le passeur de cette tradition dans la magistrature reconstituée après la Révolution, et Tronchet qui fut l'un des rédacteurs de notre Code civil. Donc, ceux qui incarnaient la tradition juridique française, eh bien, ils étaient autour de Louis XVI. Mais les autres, les avocats ratés, on ne parle pas des grands avocats, il y en a ici ce soir, mais les avocats ratés, comme Robespierre, par exemple, eh bien, ont cru pouvoir se passer de la réalité et se contenter de l'abstraction. Ils ont eu cette tentation, au fond, de séparer, de couper la souveraineté du souverain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je crois, pour donner à cette souveraineté le caractère illimité qu'elle ne pouvait pas avoir tant qu'elle était précisément incarnée. Et c'est une sorte d'ivresse de la souveraineté absolue et sans limite qui a été à l'origine de cet acte réfléchi, je crois, qui a consisté à couper la tête du roi. Parce que, à partir du moment où, symboliquement, physiquement, on a tranché ainsi le lien qui reliait le souverain à la souveraineté, tout devenait possible. On avait enfin une souveraineté totalement abstraite et parfaite, qui n'était plus liée aux aléas
de la personne physique du monarque, qui n'était plus liée à ses qualités, à ses défauts, et à ses aptitudes ou à ses inaptitudes. Finalement, on avait l'idée, l'illusion que l'on pouvait se contenter de l'abstraction et que l'abstraction, au fond, était bien supérieure à la réalité. L'ennui, c'est que cette souveraineté illimitée, ce pouvoir sans autre limite que lui-même, finalement, eh bien, il a privé aussi le pouvoir de son visage humain des limites qui faisaient justement son humanité, et par là même, il a permis justement ou il a donné l'illusion peut-être de permettre eh bien, de transformer complètement la société à partir du pouvoir. On a peut-être, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais j'ai comme l'impression que ceux qui se sont emparés justement de cette souveraineté totalement abstraite ont voulu en quelque sorte l'essayer sur le corps et l'âme de la France. En se disant, voilà, nous avons maintenant une souveraineté sans limite, eh bien, vérifions qu'elle est effectivement sans limite et utilisons-la pour faire de la France le contraire de ce qu'elle a été. D'où cette idée que, eh bien, finalement, la France d'après devait être exactement le contraire de ce qu'était la France d'avant, sans évidemment que ce projet prométhéen soit totalement réalisé. Il est vrai qu'il a laissé des traces dans l'âme de la France, dans nos qualités nationales, dans nos défauts aussi, et peut-être dans ce défaut très, très national qu'est la sotte vanité dont parlait La Fontaine. Eh bien, cette sotte vanité, la France d'avant, eh bien, l'appliquer justement à des vanités, vanités dont ses meilleurs artistes ont pu faire d'ailleurs des œuvres d'art, alors que la France d'après, eh bien, elle l'applique avec une gravité présomptueuse à ces grandes abstractions que sont les droits de l'homme, la laïcité, voire nos services publics, que le monde entier nous envie, paraît-il. Je pense plutôt qu'il en sourit avec condescendance ou peut-être un peu de pitié parfois. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette volonté, effectivement, d'une transformation radicale à partir de cet instrument nouveau que constitue une souveraineté totalement illimitée parce que n'étant pas reliée justement à une personne physique, une personne humaine avec ses qualités et ses défauts, avec ses forces et ses faiblesses. Alors cette France sortie d'elle-même, eh bien depuis lors, elle a du mal à retrouver le chemin qui conduit chez nous, qui lui permettrait de se retrouver elle-même. Elle a du mal à retrouver ce chemin en raison justement de cette désincarnation, notamment et en particulier du pouvoir politique, qui rend impossible ce retour d'une connaissance du chemin qui nous permettrait de nous retrouver nous-mêmes. Abreuvé d'idées abstraites, de la connaissance théorique du cercle et de la sphère, pour reprendre les termes de Platon dans le Philèbre, abreuvé des valeurs de la République, eh bien, nous avons perdu de vue, comme l'écrit Jean-François Mattei, ce qui nous est tellement proche et que nous ne voyons plus. À commencer peut-être par nous-mêmes, par notre maison, par ce que nous sommes, par notre civilisation. Nous avons donc besoin de retrouver une incarnation du politique qui constitue la clé de voûte de ce que nous sommes, car la France est essentiellement une construction politique. C'est la raison pour laquelle, Monseigneur, Madame, je dois vous exprimer tous nos remerciements très profonds pour votre présence ici ce soir, qui, avec le prince Gaston, nous donne à voir justement ce chemin qui pourrait nous permettre, sans aucun doute, de retrouver notre maison, de retrouver ce que nous sommes, de nous retrouver nous-mêmes ensemble. Merci. Monseigneur, Madame, mes chers amis, Mesdames et Messieurs, je ne reprendrai pas ce qu'a dit Jean-Baptiste Daunier, car je suis totalement en accord avec lui
sur la césure qu'a représentée la Révolution française, je voudrais réfléchir plutôt différemment et pas trop longuement, puisque nous sommes déjà au dessert, sur la nécessité, effectivement, pour reprendre le mot de Platon qui a été cité tout à l'heure, de revenir chez nous, c'est-à-dire on dirait de façon plus familière, de retrouver ses marques, ou, pour dire cela de façon plus philosophique, de retrouver ses principes lorsque l'histoire nous les a fait perdre d'une certaine manière. Puisque nous sommes en Provence, ou à la limite de la Provence, à Marseille, je voudrais partir d'une remarque du poète René Char, de l'île sur la Sorgue, comme vous le savez, qui faisait remarquer dans un texte de 1943 qui s'appelle Fureur et mystère, que la société de l'époque, à savoir la société française et plus exactement la société européenne, puisque nous étions en pleine guerre mondiale, était malade. Et il a cette formule, cet aphorisme assez mystérieux dans un premier temps, c'est celui-ci: notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire que pour René Char, un homme d'action, un dirigeant de la résistance, et peut-être le plus grand poète français, nous avons bien un héritage intellectuel, culturel, spirituel, religieux, mais nous n'avons pas de testament qui nous dise ce que nos prédécesseurs attendent de nous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coupure entre les temps anciens et les temps modernes. Alors cette coupure, elle est manifestée, sans jeu de mots, par la décapitation du roi, qui a été une coupure épistémologique, comme disent certains philosophes, mais une coupure historique encore plus grande, de telle manière que la France a perdu d'une certaine manière son origine monarchique, mais aussi bien son origine culturelle en tant que telle. Alors je voudrais simplement faire une remarque, puisque c'est l'année Albert Camus aujourd'hui, autre coupure importante, puisque le 4 janvier 1960, Camus se tuait dans la Facel Vega de son ami Gallimard. Je voudrais faire reprendre la remarque que fait Camus dans L'Homme révolté à propos de la mort du roi Louis XVI. Alors, j'ai porté le texte ici pour ne pas me tromper. Voici ce qu'il dit. C'est un répugnant scandale d'avoir présenté comme un grand moment de notre histoire française l'assassinat public d'un homme faible et bon. Je vous rappelle que Camus était républicain, qu'il a même créé à Alger un journal qui s'appelait Alger républicain, qu'il était même, à l'époque où il a écrit L'Homme révolté, très proche du Parti communiste. Et c'est cet homme qui, faisant passer toujours la défense de l'homme, et pas simplement du roi de France, mais la défense de l'homme ou de l'humain dans l'homme avant toute chose, est allé contre son propre monde, l'extrême gauche de l'époque, ou en tout cas la gauche qui se réclamait du progressisme, pour montrer que l'assassinat, puisque c'est le terme qu'il utilise, il ne dit même pas l'exécution, mais l'assassinat du roi Louis XVI a été une monstruosité dans l'histoire de la France. Et il ajoute, on en a terminé avec le roi Louis XVI, avec la douceur, la perfection que cet homme a portée à ses derniers instants. Et il ajoute, au moment de mourir, le roi se laisse aller frémissant aux mains ignobles du bourreau. Et ensuite, dans tout le passage en question, Albert Camus insiste sur le fait que le roi prêtre, comme il l'appelle, le roi prêtre, en mourant de façon aussi noble et dans des mains aussi ignobles, c'est-à-dire privé de toute noblesse, puisque c'est un assassinat pur et simple, et un assassinat qui, en outre, n'avait aucun fondement juridique, puisque, comme vous le savez, l'acte d'accusation du roi n'était absolument pas justifié juridiquement, et il n'y avait rien dans l'arsenal juridique de l'époque qui permette d'imputer quelque chose au roi de France, et a fortiori de l'exécuter. C'est donc en ce sens que Camus parle justement d'assassinat. Alors pourquoi est-ce que je parle de Camus? Pas simplement à cause de l'anniversaire de sa mort, mais essentiellement parce que Camus, d'une certaine manière, a insisté dans toute son œuvre, que ce soit dans L'Homme révolté, ou que ce soit dans Noces ou dans L'été, quand il écrit sur ce qu'il appelle la pensée de midi, c'est-à-dire la pensée méditerranéenne, quand il insiste sur la nécessité de retrouver une unité politique, humaine et civilisationnelle dans un monde qui a perdu totalement toute racine et qui ne sait plus, pour reprendre la phrase de Platon que nous
citions tout à l'heure, qui ne sait plus comment revenir chez soi, c'est-à-dire comment retrouver son origine ou son fondement. Je vous rappelle, et beaucoup d'entre vous le savent et l'ont lu, que le dernier ouvrage inachevé de Camus, dont on a retrouvé le manuscrit de 144 pages dans la sacoche tachée de sang de la Facel Vega écrasée contre un platane, ce dernier texte qui s'appelait Le Premier Homme, mettait en scène précisément un homme nouveau qui aurait réussi à retrouver les fondements ou les origines de la véritable culture française et au-delà, pour Camus, de la culture européenne. Quand vous lisez ou quand vous relisez L'Homme révolté, mais aussi bien le mythe de Sisyphe ou d'autres grands textes de Camus, des textes, disons, à dimension politique ou à dimension morale, vous voyez que Camus insiste sur le fait que l'Europe, ou comme il l'appelle encore à son corps défendant, l'ignoble Europe, qui a créé 2 guerres mondiales, car je rappelle tout de même que la culture européenne, la culture de Bach, la culture de Kant, la culture de Baudelaire, la culture des plus grands esprits européens, a créé tout de même au XXe siècle 2 guerres mondiales pour la première fois depuis l'apparition de l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que la culture a débouché sur un véritable, comme le dit le même Camus, sur une véritable barbarie, d'où le problème de savoir quel est le statut de la culture, comment expliquer que les césures dont nous parlions tout à l'heure ont entraîné autant de bouleversements, autant de régressions d'ordre religieux, d'ordre moral et d'ordre politique. Et Camus demandait dans L'Homme révolté ou dans notre texte qu'il soit possible aux hommes d'aujourd'hui, les Français en particulier, lui qui n'était pourtant que français, si je puis dire à moitié, né d'une mère espagnole, Madame Sintès, sourde, quasiment muette, analphabète. Il lui dédiera son dernier livre, donc Le Premier Homme, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre, puisque cette femme était analphabète, et ce n'est pas à 65 ou 70 ans qu'elle allait apprendre l'alphabet, les 25 lettres. Son père, lui, était d'origine normande, mais il avait vécu toute sa vie en Algérie comme simple ouvrier. Donc c'était quelqu'un qui sentait très bien ce que c'est que la culture, surtout lorsque l'on en manque. Vous savez qu'il a été boursier, et que c'est grâce à son instituteur, M. Germain, qu'il a réussi à aller contre sa propre famille et contre sa propre grand-mère, qui refusait évidemment de lui permettre de rentrer en 6e, et qui voulait le faire travailler tout de suite à 11 ans ou à 12 ans. Et cet enfant qui a été, grâce à la culture précisément, et une culture où, pour une fois, il y avait un testament qui l'a précédé, et le testament c'était M. Germain, ou c'était les professeurs, ou c'était tout simplement les autorités de l'époque qui avaient pris conscience de ce que l'on pouvait faire pour quelqu'un qui était complètement abandonné. Il est devenu non seulement le plus grand écrivain français de son époque, non seulement l'un des rares prix Nobel français, même en littérature, mais l'auteur qui, au XXe siècle, pour un roman que tout le monde connaît qui s'appelle L'étranger, est le plus diffusé et le plus vendu au monde, avant Faulkner, avant Dostoïevski, avant tous les autres auteurs, soit de la fin du XIXe siècle, soit du XXe siècle. Ceci pour montrer que lorsque un homme issu de la pauvreté, que dis-je, la pauvreté, de la misère, au sens hugonien du terme, de la misère la plus grande, décide de se prendre en main et d'arriver à se hisser au niveau de la culture, et une culture qui n'est pas la sienne, lui, le petit yaoulette du quartier Bellecour à Alger, qui savait à peine lire, qui n'avait pas un seul livre dans sa maison, qui n'achetait même pas de bande dessinée, donc qui était totalement en dehors, sinon de l'alphabétisme, mais en dehors de la culture, ben, il est arrivé à créer une véritable œuvre, et au-delà de l'œuvre, à créer une véritable humanité dans ses écrits. Donc lorsque l'on se demande, pour reprendre toujours le mot de Platon dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est possible à quelqu'un de revenir chez soi, c'est-à-dire de se retrouver ou de fusionner avec son identité en une période où l'on parle beaucoup d'identité française, avec tous les remous que cela entraîne à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. On se rend compte qu'aucun individu, aucune société, aucune culture ne peut se priver d'identité ou ne peut se priver d'aller à la recherche de soi-même. Et c'est là que je voudrais faire intervenir une remarque de Camus qui recoupe exactement la citation de Platon tirée du dialogue qui s'appelle de Philève, et qui peut nous donner à réfléchir lorsque nous essayons de faire le point sur nous-mêmes, nous-mêmes en tant qu'hommes ou en tant que femmes, nous-mêmes en tant que Marseillais, Provençaux, Français évidemment, nous-mêmes aussi, on l'oublie de plus en plus aujourd'hui, nous-mêmes aussi en tant qu'Européens.
Camus avait beau, évidemment, critiquer l'ignoble Europe, ou comme il les appelle aussi, les misérables Européens qui ont préféré se détruire au lieu d'essayer de construire de nouvelles œuvres à la Proust, ou à la Bach, ou à la Debussy, ou à la Wagner, enfin quels que soient les grands créateurs que l'on prendra, Camus se rendait compte que nous n'arrivions plus à refaire un trajet circulaire qui nous ramenait à nous-mêmes. Et c'est pour cela que Camus, en particulier dans un texte de l'été, l'un de ses essais les plus remarquables sur la pensée de Midi, écrit une petite nouvelle, qui s'appelle L'exil d'Hélène. Hélène, c'est évidemment la plus belle des femmes, c'est évidemment la femme de Ménélas, le roi de Sparte, celle qui a été ravie par Paris ou Alexandre, puisqu'il avait ces deux noms, jusqu'à la guerre de Troie, et jusqu'à entraîner cette première guerre mondiale qui a été la guerre de Troie entre les Achéens et les Troyens, c'est-à-dire entre les Européens et les Asiatiques. Rien de nouveau sous le soleil au XIIe siècle avant Jésus-Christ, comme vous le voyez. Mais Camus se rend très bien compte que, dans l'exil d'Hélène, que ce qui est important, c'est de revenir chez soi, c'est de permettre à Hélène, c'est-à-dire au symbole de la beauté et de la grandeur, de revenir chez elle, comme Hélène d'ailleurs, dans le mythe, est revenue chez Ménélas, peut-être comme la femme du boulanger, bien entendu, puisque nous sommes en Provence, c'est-à-dire en faisant un monde honorable, mais en revenant tout de même chez elle et en retrouvant sa souveraineté. On oublie souvent que dans l'Odyssée, ce n'est pas simplement Hélène qui revient chez elle, mais c'est surtout Ulysse qui revient à Ithaque. Et Camus, à plusieurs reprises, fait remarquer que la seule possibilité de sauver la culture française d'un côté et la culture européenne plus vaste encore de l'autre, c'est de permettre à cette culture de revenir à ses propres fondements, de revenir à sa propre origine, de revenir chez elle, exactement comme Ulysse, revenu à Ithaque, retrouve les signes de sa souveraineté. Je crois que les Français, et plus généralement les Européens, dans un monde qui se mondialise de plus en plus, et qui donc a tendance à dissoudre les identités, ou les spécificités, ou les originalités, je crois donc que les Français et les Européens n'auront de possibilité de survivre et d'exister encore sur l'échiquier international, et donc de créer de nouvelles œuvres qui donneront un sens à leur vie, que s'ils arrivent à revenir chez eux, c'est-à-dire à combler la césure dont parlait Jean-Baptiste Donnier tout à l'heure, à combler cette coupure qui nous a séparés non seulement du roi, mais en même temps de Dieu, en même temps de nous-mêmes et de notre propre culture, afin de retrouver le chemin qui conduit chez nous. Oikade, c'est le terme qu'utilise le mot grec, c'est-à-dire Platon. Oikade, ça veut dire simplement à la maison. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que de donner un sens à la vie que l'on mène dans sa propre maison. Merci de votre attention. Avant de commencer mon propos, je souhaiterais tout d'abord m'excuser auprès de vous pour ce retard pris dans le début du dîner, ce côté peut-être peu protocolaire de venir à 3 avec un petit bébé. Alors ça nous a fait prendre un peu de retard et je voulais m'en excuser auprès de vous. Et puis avant de continuer, j'avais une requête à vous faire pour ceux qui ont pris des photos ce soir, ici, si vous voulez bien les garder à usage privé. Il y a eu suffisamment de photos qui ont été prises à l'église et à la sortie pour que voilà, ça reste entre nous, si vous le voulez bien. Je vous remercie d'avance. Le retour à la maison. Je vais partir de ce postulat. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Quand nous rentrons de voyage avec mon épouse et Gaston, à chaque fois que nous rentrons à la maison, c'est la paix et la sérénité. J'ai eu l'habitude aussi avant de parcourir le globe, et plus je parcours le globe, plus je suis attaché à mon pays. Et plus je fais de séjours importants à l'étranger, je découvre d'autres cultures, d'autres horizons, et plus je deviens fidèle à ce qu'est mon pays, à ses composantes, et plus je m'ancre, et plus je cherche à trouver mes racines. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point,
Notre famille a retrouvé le chemin de la maison depuis peu. Comme vous le savez, nous avons eu à subir depuis la Révolution française un certain nombre d'exils. Un premier de la Révolution de 93 jusqu'à la Restauration. Un deuxième à la fin de la Révolution de Juillet jusqu'en 1871. Et puis un troisième de 1887 à 1950. Donc pour moi, le retour à la maison, comme vous le voyez, ça veut dire beaucoup. C'est vrai que la Révolution est passée par là. Jean-Baptiste Donnier et le professeur Mattei l'ont bien dit, il y a eu une rupture. En coupant la tête de Louis XVI, finalement, on s'est un peu amputé quelque chose de nous-mêmes. Et depuis, on est complètement déboussolé. On a pourtant recherché, à travers un certain nombre d'institutions, à travers un certain nombre de régimes, de retrouver notre tête, mais aujourd'hui encore, on se pose la question de notre identité. J'aime à dire que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. La connaissance de nos racines, l'histoire qui nous permet de connaître nos racines, en est un des éléments importants. Et quand on voit le projet politique d'avant la Révolution, ça a toujours été un travail étroit entre les princes, l'Église et le peuple. Et pour moi, ces trois composantes sont fondamentales pour retrouver un destin. Aujourd'hui, peut-être ce qui manque par rapport à la question de l'identité, puisque ça a été évoqué, et je pense que le retour à la maison évoque cette question-là. Ce qui manque aujourd'hui pour répondre à cette question de l'identité, c'est un projet national commun. On a évoqué le rôle des rois. C'est vrai que quand on regarde notre histoire récente, certaines idées ont pu être ce point, ce commun dénominateur qui ont fait que certaines composantes de notre société, qui sont différentes, se sont mises ensemble. Par exemple, la résistance. La résistance, lors de la Seconde Guerre mondiale, finalement, a amené un certain nombre de composantes différentes de notre société à s'unir pour défendre la même cause, la liberté. Le prêtre l'a évoqué ce midi. Quand le président de la République, M. Mitterrand, est arrivé au pouvoir, il y a eu une espèce de vent de justice qui a soufflé. Alors peut-être que la justice était mal placée, mais il y a eu vous voyez, il y a eu des éléments qui ont réalisé une certaine cohésion entre les différentes composantes de notre société et qui ont permis à notre société d'avancer, à notre pays d'avancer. On parlait de la figure des rois. Il me semble qu'il n'y a rien de mieux que les princes et les rois pour rassembler. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est bien sûr le projet, mais ce sont peut-être aussi des hommes et des femmes politiques qui ont cet esprit de vouloir rassembler. Aujourd'hui, cette année, on fête les 400 ans de la mort d'Henri IV. Henri IV a été un de ces personnages de notre histoire qui, au moment où il est arrivé, a réussi, en étant protestant, à devenir catholique, mais ce n'est pas là la question. Il a réussi à mettre ensemble deux composantes de la société qui s'étaient jusque-là affrontées, les catholiques et les protestants, pour essayer de les mener à travers un destin national commun. Je pense que c'est un exemple à méditer. C'est un exemple à méditer parce que ça nous permet à la fois de réfléchir sur nos racines, mais aussi ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Et je parlais de la figure des princes. Bien sûr, il y a cette relation des princes, du peuple et de l'Église. Pour que les princes puissent jouer leur rôle, il y a quelque chose de fondamental qu'ils ne doivent pas oublier. C'est qu'ils ne doivent pas travailler pour eux-mêmes. Bien sûr, ils doivent travailler pour leur pays, mais j'ai la chance d'avoir un petit garçon, et dans ma perspective, et c'est ce que les Capétiens avaient compris,
c'est que si eux n'arrivent pas à mettre en place ce à quoi ils pensent, ils peuvent déjà poser des pierres pour que leur successeur puisse reprendre le travail accompli et lui-même poser une pierre supplémentaire. Et c'est comme ça que s'est construit notre pays. Donc c'est vrai que par rapport à notre identité, par rapport au projet national, peut-être que ça nous paraît très lointain par rapport à une situation difficile, à une situation peut-être où la question religieuse est primordiale, où la question aussi de tissu social dans une société qui devenait de plus en plus individualiste. Et ça aussi, c'est un effet de la Révolution. L'individualisme qui a porté le XXe siècle dans ces totalitarismes auxquels nous avons assisté, et on n'est pas encore tout à fait sorti. Eh bien, voilà, le tissu social, ce côté de vouloir rassembler, je pense que les princes ont un travail à faire dans ce sens. Et ils ont un travail à faire dans ce sens dans la durée. Dans la durée, pour que, plutôt que la rupture, il y ait la sérénité, plutôt que par rapport à la vue de courte durée, il y a la vue de longue durée dans laquelle on peut faire les choses, parce que c'est en s'inscrivant dans le long terme qu'on peut faire les choses. Qu'est-ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, pourquoi les entreprises familiales sont celles qui sont un peu le fleuron de notre industrie et de nos entreprises? Parce qu'il y a un sens de l'humain, mais surtout parce qu'elles s'inscrivent dans la durée et qu'elles peuvent construire sur le long terme. Et les princes ont cette chance, c'est qu'ils ne font pas leur travail que pour eux-mêmes, mais il y a après leur descendance qui est capable de reprendre le travail accompli. Et pour retrouver le chemin de la maison, me semble-t-il, il faut retrouver ce travail qui a permis à notre pays d'être ce qu'il est, la relation entre les princes, l'Église et le peuple. Je vous remercie.